Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon micro, les artistes partent en live en mode été. Tu sais que tu me plais, toi. Alors avant de prendre quelques vacances loin de mes micros... Alors, où c'est qu'on va aller en vacances cette année? On va aller en vacances Naturis. de Naturis. Je vous propose de revenir sur les rencontres qui ont eu lieu dans mon micro depuis le mois de janvier 2023 à travers cet épisode best-of spécial été. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Dans le désordre, vous aurez l'occasion de réentendre les voix de DJ Zebra, Julien Granel, Mademoiselle K, Thomas Kahn, Scroffy, Lydie Fuerte, Jeannette Berger, Eric Bibb, Thomas Simon Sadier, Bruce Chiffard, Chloé Lenôtre, Laurie Vachon et le groupe Dabrek. Ah, c'est bon, tu dois être content, non? Bof. Ces belles rencontres ont jalonné ce début d'année 2023, des rencontres remplies d'émotions, de trac, d'euphorie, de bonheur immense. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Je remercie tous les artistes qui ont accepté mon invitation. Et merci pour tout ce bonheur. Je tenais à remercier également l'auditorium de Sénaux, la salle de spectacle de Château-Rouge à Annemasse, la salle du Podium à Poisy, le festival Voix de Fête à Genève, l'école des musiques actuelles à Genève, le Brise-Glace à Annecy et Sophie Louvet, attachée de presse. Merci à tous ces partenaires essentiels pour leur soutien et leur collaboration pour ce podcast. Merci beaucoup, merci. Sans plus attendre, je vous laisse vous replonger dans le meilleur de Dans mon micro, les artistes partent en live et on se retrouve juste après. Musique? Ouais, musique. Ton ami veut de la musique. Bruce Chiffard, danseur de hip-hop. En 1997, tu fais tes premiers pas dans la danse à travers des battles de hip-hop. Alors comment elle s'est faite la rencontre avec cette danse ? Alors moi je joue au basket et en fait après mes entraînements de basket j'avais un ami qui dansait, qui faisait des figures sur le terrain de basket parce que le parquet c'est vraiment le sol idéal pour breaker et il m'a dit mais viens à la maison de quartier, tu vas pouvoir t'entraîner. Donc j'ai beaucoup hésité et un jour j'ai sauté le pas, j'y suis allé. C'est la maison de quartier de Villejean à Rennes. J'ai pris mes premiers cours, au début avec que des filles et à la fin du cours le prof il faisait quelques figures et moi je lui ai dit c'est ça que je veux faire quoi. Il m'a fait je vais t'apprendre. Il m'a tout de suite intégré dans son groupe et j'ai commencé des petits shows avec lui et les premiers battles qui s'est mis en place dans ma région. Tu commences la danse en 1997 et en 2001 tu remportes le championnat de France de hip-hop et puis en 2004 les championnats du monde de hip-hop. Alors quelle approche tu as eu de la danse entre 1997 et 2004? Déjà il y a un contexte, c'est qu'en 97 je commence la danse à Rennes et la danse, le break, ça se passe que à Paris. En fait on n'a pas les informations, on a très peu d'intervenants qui viennent en Bretagne, donc en fait j'ai un peu fantasmé un break avec des amis. On s'est dit ça doit être comme ça doit être ce pas, je pense qu'il se fait comme ça et en fait on a construit un peu notre manière de breaker avec un ami qui s'appelle Junior et d'autres aussi qui nous accompagnaient à l'époque et avec lui on a pu participer au championnat de France et c'était le premier gros battle qu'on a fait à Paris et on l'a remporté à notre grande surprise, mais c'est parce qu'en fait on a inventé une nouvelle manière de breaker en étant très loin de la capitale et du coup ces premières années elles étaient vraiment en interne en Bretagne, à Rennes, et quand on s'est dévoilé à Paris et au reste de la France, c'est les gens qui nous regardaient danser qui nous disaient ce qu'on faisait quoi. Ils ont dit c'est super original, vous dansez d'une telle manière, c'est votre style. Et après ce battle là en fait on a pris confiance en nous et on s'est dit ok, nous on est de la Bretagne, il doit y avoir un hip hop breton, un break breton, comme il doit y avoir un break ancien, comme il doit y avoir un break brésilien, à plus grande échelle. Et c'est ça qui est super avec le break, chacun peut être accepté avec ce qu'il est et créer son style. Le rappeur Scroffy, un mélange de mélancolie et de grain de folie. En préparant cette interview, j'ai lu ton dossier de presse qui commence par cette phrase qui te définit: un grain de folie dissimulé dans une âme mélancolique. Alors comment ces deux aspects de ta personnalité se retrouvent dans ta musique et à quoi on les reconnaît? Alors je dirais que le côté mélancolique, c'est le côté que je peux avoir moi quand je suis tout seul chez moi, où je vais beaucoup réfléchir sur moi-même, avoir un gros côté introspection, alors que le côté grain de folie, c'est vraiment ce côté que je vais avoir quand je vais monter sur scène. L'adrénaline qui va arriver juste avant la scène, qui te donne envie en fait d'être devant le public et te donner à
fond. Moi, la scène, c'est le lieu où je t'ai découvert lors des Glaçons d'Or au Brise-Glace à Annecy en novembre 2021. En quoi la scène a ce pouvoir de te transcender et de te faire sortir de toi? Alors je pense que c'est un tout, c'est un peu une évolution parce que la première scène que j'avais fait, j'avais 15 ans et déjà je pense qu'on a tous connu les freestyles devant les lycées où on a quand même un peu de mal à s'imposer. En fait j'avais des textes en tête mais je me disais j'ose pas les faire et en étant justement avec le collectif qui était au lycée donc Herbaouet Sound System, avec eux ils m'ont poussé à monter sur ma première scène et c'est au fur et à mesure où vraiment ça devient une force parce qu'à force d'en faire tu oublies ton côté introverti quand tu montes et c'est vraiment pour moi un univers qui se crée quand je monte sur scène où je me dis là tu peux être toi-même en fait. Alors on va parler des émotions à présent. Alors quelle place elles occupent ces émotions dans ta manière de composer? Alors les émotions ça va dépendre, en fait tout va dépendre de l'humeur quand on va écrire. Il y a aussi des moments où ça va être un peu aléatoire. Des fois je suis sur un texte qui va avoir telle émotion, par exemple une émotion assez triste, mais j'arrive pas à l'écrire tout de suite et je suis obligé de revenir un peu plus tard dessus. Et est-ce que c'est plus simple finalement de laisser parler la tristesse, la mélancolie dans un texte que de laisser la place à des émotions un peu plus légères? Alors laisser parler la tristesse et la mélancolie, je dirais que c'est un peu plus compliqué dans la mesure où c'est des textes où ça va être plus profond en fait. On va plus aller chercher à l'intérieur de nous. C'est surtout l'assumer parce que des parties de nous, on va se dire ça c'est un peu trop triste, ça c'est un peu trop sombre, est-ce que les gens vont l'écouter? Et donc forcément quand tu vas dans cette optique-là, tu te dis que faire des trucs plus légers, ça parle plus, donc t'as moins de mal à les écrire. Julien Granel, auteur, compositeur, interprète. On parlait des chansons qui avaient un peu un pouvoir de super-héros et moi évidemment il y a la chanson Plus fort qui a rencontré un succès incroyable grâce au message positif qu'elle renvoie. Cette chanson, moi pour ma part c'est une chanson, c'est un hymne à la joie que je l'écoutais des dizaines de fois le matin en allant travailler, voilà, qui me mettait une patate d'enfer. Dans quel contexte tu l'as écrite cette chanson? Déjà merci beaucoup, ça me touche, ça me fait très plaisir d'entendre ça. Plus fort c'est un morceau qui est spécial et j'ai un vrai attachement à ce morceau parce que c'était vraiment sur la fin de l'album, je devais rendre l'album pour qu'il sorte dans les temps et vraiment 2 semaines avant de rendre l'album j'ai fait une session dans un petit studio de 9 mètres carrés avec mon ami Oli de Big Flo et Oli. Il a écouté l'album, il l'a trouvé super et il m'a dit j'ai besoin d'avoir un morceau qui résume tout ce que je viens d'entendre et il m'a dit viens là on a 1 heure, après on doit bouger mais on essaie de faire de la musique ensemble, voir ce que ça donne et on était dans une bonne énergie et finalement ça a été un moment, ça a été l'heure la plus productive de ma vie puisque finalement on a écrit ce morceau en 1 heure, j'ai composé en 1 heure, je l'ai produit en 1 heure et en fait c'est ça qui en est sorti. On venait d'écouter un peu tous les maquettes et c'est ça, on avait un peu ce morceau pour nous c'était un peu comme une clé pour entrer dans l'album. Alors ce qui est marrant c'est que c'est au final le destin nous a donné raison là-dessus parce que c'est finalement le morceau qui a conquis le plus de monde et qui a eu une destinée un peu folle. Mais voilà, ça part d'un moment de liberté totale, de joie avec Oli et après j'ai amené le morceau vraiment la semaine avant de rendre l'album au studio Motorbass à Paris et là j'ai tout enregistré plus proprement. Mais tout est en organique quoi, vraie batterie, vraie basse, vrai piano. Et finalement c'est un morceau assez simple et il y a moins de production que dans d'autres titres, mais par contre il y a une vraie énergie. J'ai même appelé tous mes amis à enregistrer dessus. J'ai monté une chorale comme ça de last minute avec tous mes potes qui savent pas chanter hein, mais c'est ça qui a donné la vie au morceau je crois. Et tu viens aussi de sortir un nouveau titre, le morceau s'appelle Feel Good. Il est pour moi la suite logique finalement de cette chanson Plus fort dans l'énergie qu'elle renvoie et la joie communicative qu'elle diffuse. Comment elle est née aussi cette chanson? C'est marrant que tu dis ça parce que je disais pour expliquer le morceau à mes potes avant de le terminer, je leur disais j'ai l'impression que c'est un peu un Plus fort puissance 2. Il y a quelque chose d'encore plus direct, d'encore plus frontal, encore plus up tempo. Feel Good voilà, il arrivait dans un moment où j'étais en pleine tournée depuis des mois donc il y a un peu tout qui se mélange quand on a tourné, c'est un mix d'émotions assez incroyable. La tournée c'est un mélange de joie intense, de solitude parfois, de fatigue extrême mais d'adrénaline totale, donc c'est un peu un chaud-froid permanent. Je savais que j'allais m'envoler pour le Canada pour aller jouer pour la première fois à Montréal. J'avais ma petite idée d'aller faire un petit tour à New York, voir des amis à moi dont Chromeo avec qui j'ai bossé sur l'album et je me suis dit tiens j'ai envie d'aller à New York avec un nouveau morceau, j'ai envie de vivre ça avec une nouvelle maquette et donc 1 semaine avant de partir j'ai fait ce morceau. Alors ça a encore été last minute parce que j'ai fait ce morceau en 2 jours et alors même formule que sur Plus fort, j'étais dans la même énergie donc je me suis dit je vais me laisser embarquer par cette énergie. J'ai appelé tous mes potes, les voix qu'on entend dans le refrain c'est vraiment des potes à moi et en fait c'était voilà un one shot, c'était vraiment un shot de vitamine D là ce morceau. On parle de choses aussi plus tristes, j'avais envie d'apporter aussi une émotion, que tout le monde puisse comprendre que c'est pas que
le up et qu'il y a aussi du down. Et finalement, je crois que c'est le meilleur démarrage de morceau que j'ai jamais eu depuis le début, quoi. Donc c'est assez marrant. Il est sorti d'une traite, il est totalement direct, sincère et j'adore du coup qu'ils prennent bien. DJ Zebra, spécialiste du bootleg. On va parler maintenant justement de ta carrière de DJ. Alors dans le titre, un titre que tu as sorti qui s'appelle Peau de zèbre, tu dis ça fait plus de 20 ans que je me la traîne depuis qu'on m'a légué cet animal totem, ma peau de zèbre. Ouais. Comment elle a débarqué dans ta vie, cette peau de zèbre ? C'était ma prof de philo quand j'étais au lycée qui donnait un animal totem à chaque élève de sa classe. Et puis elle m'appelait le zèbre parce que je ressemblais au personnage du livre Le Zèbre d'Alexandre Jardin. Ah bon ? Qui a été mis d'ailleurs très bien en film par Jean Poiret. Et c'est un être insaisissable, qui est un peu schizophrène, fou. Voilà, on peut pas le saisir, quoi. Et moi, à l'école, j'étais comme ça. D'ailleurs, je le suis toujours, d'ailleurs. Moi, je suis un versatile hardcore. C'est-à-dire, c'est quoi ça ? Que je change pas d'humeur, moi. Je suis assez d'humeur égale. Par contre, je vais me passionner pour un truc, puis après, je regardais. Ah bah ça aussi c'est bien. Ah puis ça aussi c'est bien. Et puis finalement, dans ma culture DJ, je suis pareil. J'ai pas de style et tous les styles en même temps. Et puis, dès l'école, en fait, j'étais comme ça. Je pouvais être passionné pendant 1 heure en cours de philo. Et puis le cours d'après, on étudiait un philosophe qui m'intéressait pas, puis je dormais. Donc elle m'a dit, bah toi t'es le zèbre. Et ensuite quand je suis arrivé à Rennes, il y a un musicien, Jackie, qui m'a dit, zèbre, zebra. Il n'arrête pas de m'appeler zebra à l'anglaise, et puis c'est devenu Zebra, DJ Zebra, quoi. Ce que j'aime bien dans le bootleg, c'est de se dire, t'as vu, ton artiste préféré, je l'ai mis avec quelqu'un d'autre, et ah ouais, c'est incroyable, ça colle bien, voilà. Donc c'est provoquer les... Ouais, se dire aussi que rien n'est nul ou génial, en fait. On peut prendre une chanson nulle et la transformer en chanson géniale si on la mélange avec quelque chose qui a un support qui est différent. Ça, on adore faire ça chez les bootleggers. Prendre voilà, une chanson, ah putain, c'est vraiment trop pourri. Quel type de chanson, par exemple ? Bah, je sais pas, par exemple, avec Bootleggers United, donc avec Prosper, on a repris Yannick avec ces années-là. Ouais. Tu vois, là-bas, c'était sur Claude François remixé, on va dire. Et on l'a mis sur un truc rock disco qu'on utilise en set. Et finalement, les gens, ils captent pas tout de suite que c'est Yannick. Ouais. Mais nous, on l'a mis dessus et on l'a un peu magnifié parce que le à gauche, à droite, en haut, en bas, ça arrive sur une partie bien disco, bien nerveuse. Et on utilise cette matière un peu naze pour la rendre vraiment valorisée dans un bootleg. Donc pour ça, c'est vraiment kiffant. Ouais. Awa et Rémi du groupe Dabrek. Et on va commencer par toi, Awa, si tu veux bien. Donc toi, t'es la chanteuse du groupe, t'as une voix exceptionnelle, une voix profonde, grave. Par moments, dans certaines nuances, j'ai entendu la voix d'Amy Winehouse, de Gloria Jones ou alors Tina Turner, et je crois savoir que ton histoire avec la musique est intimement liée à ton histoire familiale. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Tout à fait, c'est lié à mon papa qui était DJ dans les années 70, donc moi j'avais accès à tous ces vinyles et surtout j'ai travaillé mon oreille à partir de soul, de jazz, de reggae, de musique africaine, de beaucoup d'artistes afro-américains pour sûr, et je pense que ça vient de là. Le projet Dabrek de toute façon est un projet studio au départ où justement après le 2e album de Awa, on a voulu faire une pause comme elle l'expliquait tout à l'heure par rapport au fait de changer peut-être un peu de façon de fonctionner en tant que groupe, en tant que chanteuse lead, tout ça, et on a eu, et c'est un projet qu'on voulait faire depuis un moment autour de cette esthétique justement avec laquelle on a grandi, vraiment 90s, vraiment hip-hop, soul, R&B de l'époque, quoi. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette époque, dans cette vers laquelle nous renvoie votre musique, cette musique urbaine des années 90? Pourquoi vous y êtes si attaché? Ça a swingé que de fou, quoi. Ça groove, quoi. Non, et puis je pense que c'était aussi j'allais dire une connerie, mais c'est un peu le rêve américain, quoi. C'est un peu ce truc on a grandi avec MTV, avec les clips, avec toute cette période de Yo MTV Rap, et c'était ça, quoi. Et on voulait être ricain et faire du hip-hop, quoi. On s'habillait pareil. C'est clair. Enfin, moi c'était je ressemble à certaines personnes. Moi, je viens d'une petite ville. On n'était pas beaucoup en termes de métissage et puis même dans les médias, quoi, on n'était pas tant représentés que ça, on n'avait pas accès à tout ça. Et quand MTV est arrivé, dans ma tête, ça fait waouh. Et ça va direct au cœur, et on sait que c'est là que ça parle, on sait que c'est ça qu'on veut faire, on sait que ça vibre. Eric Bibb, bluesman.
Je voudrais commencer cet entretien par cette chanson Family dont le clip est sorti récemment et qui met en scène la famille. Qu'est-ce qu'elle nous raconte plus précisément comme histoire cette chanson? De quelle famille elle nous parle? What I mean by family is obviously my immediate biological family, but more importantly, my global human community family. Alors, ce que je veux dire par family, bien évidemment, je pense en premier lieu à ma famille biologique, mais de façon plus large sur en fait le monde entier et la communauté mondiale d'une certaine manière. Et pourquoi avoir choisi ce titre pour inaugurer la sortie de votre prochain album? Good question. I chose this song for the first single because I wanted to include my global audience in a very direct manner. J'ai choisi ce titre parce que je voulais vraiment englober, parler à mon public à travers le monde entier d'une façon assez directe finalement. Yes. It's like I wanted to gather all my people in front of me so that they would listen to the rest of the album. C'est comme si je voulais finalement réunir tous mes gens, tous mes fans en face de moi et leur permettre ainsi d'écouter, d'avoir un accès direct à ma musique et à l'album. Quelle énergie positive on peut ressentir à travers le blues? Even when a blues song is a good blues song and a good performance of a blues song is sad or angry, the power of the blues is so deep and so intense because it goes back so far in the culture of the people that you will feel, if you have a really good blues song or a good blues performance, you will feel some kind of almost supernatural energy that has been with people for hundreds of years. Le blues, même si le blues peut être une musique par moments un peu triste, mais ça va chercher ses racines sont tellement lointaines et il y a tellement de choses qui se sont passées et que le blues a exprimé et que les gens ont exprimé à travers le blues que on en retire une énergie absolument phénoménale et ça transcende un peu tout ce qui peut se passer et ça donne cette énergie positive de façon un peu imparable. Jeannette Berger, autrice, compositrice, interprète. Alors pour commencer cette interview, j'ai pris pour habitude de faire un petit tour du côté des rêves avec mes invités. Et depuis peu, il y a un petit jingle pour annoncer en fait les rêves. Ça revient à la mode en plus. Mais c'est ça, et puis ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Alors, parce qu'au départ, il y a des rêves qui nous animent et qui évoluent au fil du temps. Et à quoi ils ressemblaient, toi, tes rêves, quand tu étais enfant? Eh ben, en fait, je suis en plein dedans. Et je voulais être chanteuse. Et donc, c'était ça tout le temps. Et je voulais être maîtresse chanteuse parce que j'aimais beaucoup le côté éducatif à l'école. J'ai beaucoup aimé l'école. Donc, je voulais faire 2 métiers, un peu comme une Wonder Woman. Je me disais, oui, je serais capable de faire 2 métiers. Bon, du coup, j'en ai choisi qu'un seul. Et du coup, ouais, je suis déjà de base, ce rêve-là, je l'ai réalisé. Alors on va parler maintenant de ton parcours et de tes influences. Elles ont pris naissance dans le blues, le rhythm and blues, la musique soul aussi. Alors comment elle s'est faite la rencontre avec cette musique? Alors c'est assez tard, je dirais, vers 18-19 ans que j'ai découvert Ray Charles. Et alors je pratiquais déjà le piano, j'ai appris le piano quand j'étais petite et c'est vrai que mon professeur m'avait tout de suite un peu ouvert l'esprit, on va dire. Il m'avait donné des bases un peu de classique, mais aussi des musiques jazz, des musiques noires américaines avec toute la richesse en fait qu'il y a dans cette musique-là, la part d'improvisation, les fonctionnements de cette musique-là, comment ça se passe. Donc déjà il y avait cette ouverture-là sur les musiques afro-américaines et noires américaines et c'est vraiment en fait quand je suis tombée sur Ray Charles avec le côté ultra charismatique et cette voix et puis tout ce qu'il met en fait dans les chansons et même sur des reprises parce que l'air de rien il a fait un paquet de reprises qu'il a transformé en fait en tube ou en tout cas qu'il a ramené au devant de la scène et voilà, ça m'a vraiment submergée et du coup après j'ai plongé dans tout ça, Aretha Franklin, Nina Simone et toutes ces artistes de ces vagues-là qui j'ai adoré quoi. J'ai adoré ce répertoire-là. Thomas Kahn, auteur, compositeur, interprète. Pour commencer cet entretien, j'aimerais que tu nous parles de ta voix, de cette couleur qui la caractérise si singulière. Comment a eu lieu cette rencontre avec elle? En fait, moi je suis un amoureux des chanteurs noirs américains, chanteuses noires américaines et jamaïcaines. Et ça a vraiment commencé en fait lors de la vision d'un film, lorsque j'ai visionné Oh Brother des frères Cohen.
il y a un moment, un passage, il y a des chanteurs qui entonnent un gospel et ça m'a sidéré. J'ai passé l'après-midi à essayer de les imiter et je crois que c'est vraiment la genèse de cet amour pour ce type de voix en fait. Moi je viens pas nécessairement de la soul à la base, hein. J'ai découvert ça sur le temps. Avant j'ai grandi avec le reggae, j'ai écouté du rock, du hard rock, j'ai écouté un peu de tout et même de la chanson française. Mais l'artiste vraiment qui m'a mis la gifle en premier, c'est Otis Redding. J'ai revu un live de lui à l'Olympia. J'ai revisionné un live de lui à l'Olympia qu'on retrouve sur YouTube d'ailleurs, et j'ai pris une claque sur l'interprétation en fait. Et tout de suite ça m'a baigné dedans. Après j'avais aussi vu le film de Ray sur Ray Charles qui m'avait aussi beaucoup impressionné. Tu as commencé à écrire tes chansons et te produire sur scène dès 2013, et c'est en 2015 que tu prends un virage décisif dans ton histoire avec cette émission évidemment. Pirates, yeah, they're all by. Was sold by to the merchants. Ça c'est un extrait de ton passage donc, dans l'émission The Voice. En quelques mots, comment tu pourrais résumer cette aventure ? En fait, ce qui est marrant, c'est que je l'ai jamais réécouté, cette interprétation que j'ai faite. Et c'est marrant parce que pour moi, c'est vraiment loin tout ça. C'est vraiment loin. En fait, ça fait partie de mon histoire parce que ça m'a permis de devenir intermittent du spectacle et de faire ma passion un métier. C'était une aventure hors du temps, hors de la réalité. Mais je dois pas mal quand même à cette aventure-là, même si elle me définit pas entièrement. Et ce qui était impressionnant, c'est que je découvrais le chant en fait. Je suis passé là, mais j'avais aucune expérience dans la musique ou dans le chant. Donc je chante avec ce que je suis sur le moment. Et avec du recul, j'aurais fait ça autrement, ça c'est sûr. Mais c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté et puis ça fait partie de moi en fait, tout simplement. Cet album This Is Real est un doux mélange entre une énergie positive portée par des chœurs vibrants, une belle section de cuivre et des moments finalement plus intimes portés par un piano, une guitare, une voix. Alors tu qualifies cet album de plus personnel, alors quelle part de toi on retrouve dans cet album ? En fait tous mes albums, mes chansons partent forcément d'un moment que j'ai vécu un peu fort. Je fonctionne beaucoup par image. Il va y avoir un moment dans ma vie que je vais avoir une émotion forte, ça va être une image. Cette image-là va me servir à composer. Donc, en fait, dans tous les cas, ça part d'une émotion que je ressens, donc de quelque chose de personnel. Et dans tous mes albums, c'est toujours ça. Il y a toujours cette idée de se dire que malgré les difficultés de la vie, on peut avancer et trouver de la lumière et trouver de l'espoir dans ce qui nous arrive. Parce que j'ai un passé un peu dur et je me suis construit comme ça. Et cet album, forcément, là, dans tous les morceaux, un morceau comme Hope qui raconte ce qu'a vécu mon petit frère et l'envie que j'ai envie de le sortir en fait de ce marasme qu'il avait à l'époque, ou encore Brother I Miss You qui parle de mon grand frère. On a des moments où je parle toujours un peu de mes proches forcément, mais c'est finalement des sentiments qu'on a tous, qu'on partage, et j'essaie de pas cibler en m'adressant à la personne, mais en ciblant ça à quelque chose de plus large. Et je crois que c'est ça qui me plaît, c'est d'avoir des sentiments qu'on peut partager avec le public, parce que cet album il est fait pour ça en fait. Moi ce que j'aime c'est le live, aller partager ça avec les gens et raconter ces histoires et que ça la fasse vibrer comme moi ça me fait vibrer. Lydie Fuerte, guitariste de flamenco. Il y a énormément de styles musicaux qu'on peut explorer avec une guitare et raconte-moi, toi, ce chemin qui t'a amené jusqu'à la musique flamenco. Alors c'est mon premier professeur de guitare qui m'en a fait beaucoup écouter, mais essentiellement des guitaristes. Il n'y avait pas toute la culture du chant, je ne l'ai pas découvert avec lui, ça je l'ai découvert plus tard. Parce que l'accompagnement du chant c'est autre chose, et d'ailleurs moi aujourd'hui je ne le fais pas d'une manière traditionnelle, je le fais avec tout le bagage que j'ai, que ce soit jazz, musique du monde et ma propre touche personnelle. Mais en tout cas, voilà, il m'a montré certaines techniques du flamenco, les harmonies, et il m'a fait travailler quelques styles traditionnels à la guitare. Et il m'en a fait beaucoup écouter, voilà, en me faisant reconnaître les différentes danses, comment elles s'appelaient, à quoi c'était apparenté, quel était le rythme, les mesures, pouvoir, voilà, par exemple, savoir taper les palmas, le rythme. Ouais. Et donc, voilà, c'est avec lui que ça a commencé. Et qu'est-ce que tu aimes dans cette musique, dans le flamenco ? Qu'est-ce qu'elle t'inspire ? Il y a quelque chose d'instinctif, quelque chose d'intuitif, de spontané. Est-ce que c'est une musique qui te ressemble un peu ? Peut-être, hein. Je sais pas. Oui, il y a de la passion. Je suis passionnée. Il me semblait. C'est possible. Je suis toujours passionnée. Qu'est-ce que tu vas épuiser dans cette musique, dans le flamenco ? Qu'est-ce que je vais épuiser ? À la fois, il y a peut-être une certaine dramaturgie,
et à la fois donc dans les sentiments profonds, etc., mais à la fois quelque chose de très festif, de très rythmé. Donc voilà, c'est un bel équilibre entre plusieurs énergies, on va dire, musicales. Tu parles de lumière intérieure dans ton processus de création, cela signifie que tu vas puiser l'inspiration au plus profond de toi. Est-ce que pour toi la composition c'est un mélange à la fois d'introspection et d'ouverture au monde ? Oui, ouais. C'est exactement ça. C'est ça ? Merci pour... Merci pour ça. C'est exactement ça. Comment on arrive à concilier les deux, justement ? Ce qui motive énormément, c'est de savoir qu'on va pouvoir le partager avec un public, parce que c'est pas du tout la même chose, on n'y met pas la même intention, on n'y met pas le même amour, et quand on sait qu'on va aller le jouer pour quelqu'un ou pour un public, il y a vraiment une motivation. Ou quand on sait qu'on va le travailler avec tel ou tel artiste, c'est pareil, il y a une émulsion, il y a quelque chose qui se passe. Mademoiselle K, autrice, compositrice, interprète. On va évoquer à présent ton histoire avec la musique. Comment elle s'est faite la rencontre avec elle ? Je sais pas, je pense par mes parents. C'est la manière pas calculée, quoi. La musique qui passe à la maison. Mon père qui écoute pas mal de vinyle, la radio, tout ça. Avec quel style de musique ? Plein de trucs différents, assez variés. Je me rappelle avoir mis pas mal de vinyles de mon père dans la discothèque enfant, et j'allais piocher comme ça, et je me disais je mettais souvent Elvis quand même, j'aimais bien mettre Elvis, et donc je piochais par rapport à ce qu'il avait et les trucs que je kiffais, je revenais quand même souvent à Elvis. J'aimais bien Abba aussi, j'aimais bien la musique tzigane, il en avait pas mal, de la musique tzigane roumaine avec du chant et du violon, c'était assez beau. Puis après par la radio, quoi, la radio, les cassettes, les premières cassettes, quand on allait en Pologne en bagnole pendant 52 heures de route, là je me rappelle partir avec le radio-cassette et avoir une cassette de Pink Floyd par mon oncle avec la chanson là nanana 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 nanana. Et voilà, merci. J'avais plus le titre, mais cette chanson, voilà, pour moi c'est les vacances, c'est la route, c'est l'aventure. En plus j'avais mon sac de couchage sur la banquette arrière, et donc j'ai un souvenir très fort de ça. Beaucoup de trucs, tous les trucs anglais par mon oncle, parce que mon oncle est grand fan de culture anglaise, et donc je pense que lui aussi a amené plein de choses l'air de rien, justement, dont putain, j'ai trouvé le groupe dont je viens de parler, merci Pink Floyd. Putain, Pink Floyd, je pense c'est vraiment par mon oncle, donc des influences finalement assez c'est large. Ouais, très large, ouais. Et après, de la chanson française, mon père en écoutait beaucoup. Dalida, il était fan de Dalida. Voilà, Sardou, tout ça, mais ça, j'aimais moins. J'aimais moins la chanson française, en fait, j'aimais bien quand ça swingait, quand ça bougeait. Et puis, ouais, il y avait quand même une attirance pour l'anglais déjà vachement forte, parce que j'avais une petite cassette avec un livre, et c'était les aventures de Sam, et c'était Sam avec son groupe de musique. Et il y avait le livre, et putain, mais ce truc, je l'ai bouffé. Et voilà, des trucs pour enfants, là. Et c'était voilà, c'était un monde, quoi. Donc il y avait quand même ce fantasme très fort de l'Angleterre, quand même, déjà, de l'anglais. Et voilà. Et un jour, du coup, t'as décidé de prendre une guitare, et elle s'est faite comment, cette rencontre ? Ah oui, et la guitare, j'ai des photos enfant, parce que je suis gauchère, mais je joue en droitière. Mais enfant, j'ai des photos où je tiens la guitare vraiment comme une gauchère, parce que je prenais pas encore de cours. J'ai dû faire 1 an de flûte à bec d'abord, et puis après, je voulais faire du piano, parce qu'en éveil musical, il y a des claviers, il y a plein de trucs à essayer comme ça, puis je voulais faire du piano, parce que le clavier, ça me faisait kiffer. Mais on avait vraiment pas de thune pour ça. Et donc, très vite est arrivée la guitare pratique, voyageable. Et puis, j'avais déjà fait la conne avec la guitare. Enfin, j'avais été attirée déjà par la guitare pas mal. Justement, en Pologne, le fameux été de Pink Floyd, je pense, mon grand-père m'a offert cette petite guitare, une petite guitare sèche, quoi. Et tout l'été, j'ai cassé les oreilles, je pense, de tout le monde avec cette guitare. J'ai fait gling, gling, je chantais Goldorak, les trucs des dessins animés, je regardais, quoi. Et à la rentrée, c'était bon, allez, maintenant, tu vas apprendre la guitare, parce que, voilà, je pense que c'était suffisamment clair que j'avais envie, quoi, d'en faire. Et donc, voilà, conservatoire. Et donc, j'ai commencé comme ça, guitare classique. Voilà, et j'ai fait tout le conservatoire, toutes mes classes. J'ai passé le diplôme de fin d'études, le diplôme du supérieur. Je suis allée en ce qu'on appelle maintenant en CNR, donc conservatoire de région, ou de département, je crois on dit maintenant, je sais plus comment. Donc, j'ai fait ça. Et entre-temps, je commençais à écrire des textes, de la poésie, ça c'était ado. Mais donc j'ai passé longtemps sans chanter quelque part. J'étais vraiment instrumentiste, quoi, pendant des années. Et j'ai mis du temps à dire que j'étais chanteuse d'ailleurs, quand j'ai commencé en tant que Mademoiselle K. Et donc la guitare c'est mon instrument premier, quoi. Je sais pas si je chantais, j'ai pas des souvenirs de... Forcément je chantais, mais j'étais pas comme je vois des fois plein de petites filles avec leur micro. Non, moi j'étais plus à prendre la guitare en bandoulière. Ouais, j'ai un souvenir de raquette de tennis comme ça, sur laquelle j'avais mis des ficelles. Et donc je faisais déjà de la guitare sans faire de la guitare, quoi, mais le geste, je l'adorais, quoi. Le geste de debout avec la guitare, là, ça me faisait triper, c'était drôle. J'aimais bien cette attitude, quoi.
Donc il y avait déjà un kiff de ça, quoi, du show. Tout ce qui était assez scénique, en fait, quoi, voilà. Et les textes sont venus plus tard. Thomas Simon Sadier, multi-instrumentiste. Parle-moi de ce parcours musical et de ses influences. Comment il s'est construit ce chemin à travers la musique ? Waouh, c'est une bonne question ça, qui va demander quelques heures. Alors, j'arrive pas à choisir une musique, j'arrive pas à choisir un style, j'arrive pas à choisir un instrument. En fait, j'ai dévoré la musique. Dès que j'ai commencé, tout m'a intéressé, la guitare, la basse, le piano. J'ai commencé à être collectionneur très très tôt en fait d'instruments de musique, et petit à petit tout a énormément grandi, et la musique indienne, j'ai découvert ça à 17 ans, ça m'a énormément intéressé en fait de me rendre compte qu'il y a d'autres cultures, il y a d'autres mondes musicaux avec d'autres bestiaires d'instruments, avec d'autres règles musicales, d'autres buts, et c'est incroyable en fait, parce que c'est comme c'est découvrir l'autre en fait qui est intéressant à travers la musique aussi, c'est comprendre comment les cultures évoluent, comment le rapport à la musique est différent de la culture occidentale à la culture arabe ou la culture indienne ou la culture iranienne. C'est extrêmement intéressant en fait. Moi, c'est ce que j'aime. Et je lisais dans un article que tu définissais ton œuvre comme étant polymorphique. Alors, qu'est-ce qui te plaît finalement dans le fait de ne rentrer dans aucune case ? Bon, déjà, t'as une liberté en fait que t'as pas quand... en fait, j'ai plusieurs projets solo, je joue dans plusieurs groupes, je joue dans plein de trucs. Je travaille avec plein d'autres projets aussi, des fois en tant que producteur ou juste instrumentiste. Mais en fait, ce qui m'intéresse, voilà, c'est la liberté de pouvoir faire ce que je veux, et puis aussi d'avoir des périodes où je me consacre à tel projet beaucoup plus qu'à d'autres, où j'ai la chance de... Et voilà, et chaque projet se nourrit les uns des autres, et c'est une sorte de... Comme si tu jouais à ricochet dans l'eau avec une pierre, seulement tu jettes plusieurs pierres, tu vois. Donc tu peux voir vraiment où ça va, et chaque projet nourrit l'un et l'autre, et des fois il y a un morceau que je fais pour tel projet qui va aller dans l'autre, et ainsi de suite. Ça me permet d'avoir aussi un côté un peu délimité, tu vois. Thomas Simon Sadier, c'est vraiment mon projet chanson, même si je fais des fois un peu de musique instrumentale avec. Oppenheimer's Elevators, c'est vraiment mon projet post-rock, très montréalais. Lesbian Speed Dating, c'est mon groupe très Beatles, tu vois. Donc j'ai vraiment différents projets qui me permettent de faire tout ce que j'aime, et de classifier en fait, parce que si je sortais tout sous mon nom, ce serait un joyeux bordel, mais je pense que peu de gens s'y retrouveraient en fait. Chloé Lenôtre, programmatrice à la salle de spectacle de l'Auditorium de Sénaux. Est-ce que tu peux nous donner déjà des grands noms d'artistes qui vont venir à l'Auditorium ? Oui, alors on est super contents parce que donc il y a le groupe Compay Segundo et Blick Bassi en musique qui sont Compay Segundo, on ne le présente plus parce qu'il est quand même très connu, et je dirais le groupe continue à jouer Vivendo, le Vivelo, le nouvel album, c'est vraiment dans la continuité de tout ce qu'ils ont pu faire. Et puis Blick Bassi, c'est vraiment un artiste qui a déjà joué à l'Auditorium il y a quelques années, mais qui est en train de cartonner avec son nouvel album. Donc c'est aussi l'accueillir à nouveau avec la manière dont il a grandi, avec cette voix superbe qu'il a. Et Guillaume Meurice, qui est en humour connu des amateurs et amatrices de France Inter. Donc on avait eu Tanguy Pastureau il y a 2 ans, donc là on a l'autre émission. Et puis on a aussi donc Anne Nguyen avec Matière Première, un super spectacle avec 6 danseurs venus de pays d'Afrique différents. Donc c'est vraiment sur la danse africaine, sur les danses africaines, parce que toutes leurs danses sont d'une richesse incroyable. Et Rêve Lucide aussi, alors là qui est une compagnie un peu moins connue, mais on a 10 danseurs au plateau, c'est sur de l'électro, et c'est vraiment un spectacle énergique, très, je dirais, qui nous parle d'une génération. C'est une très belle proposition. Alors ça, c'est vraiment notre tête d'affiche. Mais après, dans la saison, on a aussi d'autres artistes plus ou moins connus qu'on accompagne, mais notamment Clément Viktorovitch qui ouvrira notre saison. Et c'est la première fois qu'il fait un seul en scène. Donc je pense que la plupart, on le connaît pour ses émissions télé, pour Quotidien et ses apparitions sur la dialectique. Et là, c'est vraiment un spectacle un peu critique, ou en tout cas qui est une mise en abîme des dérives de la communication du monde politique. Donc en fait, ce qui va être marrant, c'est que c'est quelqu'un qui a
l'expérience de la télévision, mais a-t-il l'expérience du plateau? Nous pourrons vérifier fin septembre. Et il vient en répétition en juillet, donc je suis assez contente de pouvoir voir aussi comment il va travailler ce premier seul en scène. Mais je pense que c'est un spectacle qui, en première chez nous, il va faire beaucoup de bruit après. Laurie Vachon, animatrice du podcast En ondes musicales consacré aux artistes. Comment elle est venue cette envie de faire du podcast, donc ce podcast En ondes musicales que tu as créé? Qu'est-ce qui t'a inspiré à le créer? Alors en fait, moi, je fais de la radio depuis longtemps, mais de l'autre côté plutôt en régie. En gros, je travaille dans le son. Et donc, ça faisait quelques années que je mixais des podcasts, que j'enregistrais des gens qui créaient des podcasts, que je créais des habillages sonores, etc. Tout en étant une grosse passionnée de musique. J'écoute de la musique tout le temps. J'aime découvrir des artistes, etc. Et c'est pendant le Covid où, c'était assez long. On avait beaucoup de temps pour réfléchir et penser à d'éventuels projets. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de créer moi-même un podcast plutôt que de travailler pour d'autres podcasts. Je pourrais éventuellement créer le mien et passer de l'autre côté du micro, ce que j'avais jamais fait encore. Et du coup, c'était un peu, c'était c'était super motivant de partir de zéro en gros et d'essayer de monter ça. Alors au début, il faut chercher déjà le matériel, comment tu vas faire ça. Comment tu vas dérouler tes questions et puis surtout, qui vas-tu inviter? Voilà, et après, il a fallu réussir à trouver les artistes que je voulais interviewer. En gros, l'idée c'était de faire partager les univers musicaux de jeunes artistes ou de gens qui en sont un peu un début de projet, un premier EP, un premier album. Et du coup après, j'ai vu que j'écoute de la musique tout le temps et que je suis toujours en train de découvrir des artistes, ça a été assez simple de trouver des gens. Et puis en fait, ils sont très très ouverts aussi à parler de leur musique, etc. Et même moi, petit podcast qui venait d'être créé, j'ai réussi à avoir des gens comme Noé Préchoff, comme Chien Noir, comme plein d'artistes hyper intéressants. Voilà, c'est la fin du meilleur de Dans mon micro, les artistes partent en live. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite un très bel été. Tu vois, les vacances vont enfin commencer. On se retrouve en septembre en pleine forme pour de nouvelles rencontres artistiques passionnantes. En attendant, n'oubliez pas, Dans mon micro, les artistes partent en live. À bientôt. Allez, au revoir. Arrivederci. Arrivederci. E buon viaggio. Buon viaggio. J'ai besoin de vacances.